Rappelez-vous quand même qu'on était dans une situation qui était extraordinaire, c'est-à-dire que vous aviez deux prises d'otages en équilibre, ce qui je crois n'est jamais arrivé dans aucune crise qu'on ait pu connaître. Les Kouachi à Damartin qui menaçaient de faire un massacre si Koulibaly était attaqué, et inversement. Koulibaly disait si vous les attaquez, je tue les otages, et les Kouachi disaient si vous en prenez à lui, on va sortir, on va attaquer, et puis on va faire des massacres. Je m'appelle Christophe Olmich, commissaire général, j'étais en 2015 en charge de la BRI, de la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui est le groupe d'intervention de Paris. Il y a 10 ans, une série d'attentats frappait la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de cette vague de terreur et comment vous avez été prévenu à l'époque? En janvier 2015, on avait quand même quelques doutes sur le fait que ça allait nous tomber dessus. Le 7 janvier, en fait, on est prévenu, mon directeur me prévient de l'attentat à Charlie Hebdo. Donc j'y suis allé puisqu'il fallait sécuriser les lieux. On n'a pas fait grand-chose malheureusement, nous, puisque les Kouachi étaient déjà partis. Mais comme vous vous souvenez, l'un d'entre eux a laissé sa carte d'identité dans une voiture, donc tout s'est accéléré très vite. Et là a commencé cette traque dont vous vous souvenez, où ils étaient vus un peu partout. Donc ça, c'est des choses que le temps a effacées, mais à chaque fois qu'on les voyait, il fallait y aller, il fallait vérifier. Donc tout ça, ça crée une tension et une fatigue. On n'a quasiment pas dormi pendant 3 jours. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? C'est tout le monde, toutes les brigades sont focalisées sur cette quête-là? Toute la BRI était focalisée sur la recherche des Kouachi, oui, bien sûr. Tout ça nous a conduits un peu partout, jusque dans l'Oise d'ailleurs. Une vidéo circulait où on les voyait dans une station-service avec un lance-roquette. On pouvait imaginer ce que ça pourrait donner s'ils avaient tiré dans la foule, par exemple, à Paris, ce qu'ils étaient capables de faire. Et on a été prévenus qu'ils avaient été visiblement aperçus à Damartin-en-Gouel. Donc j'y suis allé, ils avaient un otage, mais sur place, il y avait déjà tout le GIGN, le RAID était déjà sur place. Donc, nous, on n'avait pas grand-chose à apporter et on avait beaucoup de travail en soutien de la brigade criminelle qui faisait l'enquête. Donc on est reparti à Paris et on écoutait la radio police et on entend qu'un braquage est en train de se commettre porte de Vincennes. Et on entend que dans les messages qui suivent que vraisemblablement il a une arme de guerre. Donc là, évidemment, on percute, et comme on annonce une personne de type africain, et qu'on cherchait un des complices déjà des Kouachi, c'est-à-dire Koulibaly, qui avait été identifié par les enquêteurs de la brigade criminelle, eh bien on va tout de suite à la porte de Vincennes, et on se retrouve devant l'hypercacher. Donc on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Les premières informations qu'on a eues nous permettaient de savoir qu'il y avait un grand nombre d'otages à l'intérieur de l'hypercachère, qu'il y avait probablement déjà des morts, mais on n'avait pas beaucoup plus à ce stade. Des familles des otages qui affluaient sur place et nous donnaient des infos qu'ils avaient soit par des messages ou des coups de téléphone des otages, puisqu'en fait Koulibaly laissait les otages vivre, téléphoner, manger, bouger, du moment qu'ils ne sortaient pas du commerce. On a su assez rapidement qu'en effet il était rentré, qu'il avait visiblement tué déjà des gens, qu'une partie des otages avait réussi à sortir avec un des employés qu'on a rencontré, qui nous a remis les clés du commerce, c'était important. Et vous allez les avoir rapidement au téléphone, ces otages aussi? Moi, j'ai parlé qu'à un seul otage, mais c'était un effet induit, si vous voulez. C'était assez étrange, mais à un moment, un collègue en tenue me dit, voilà, il y a un monsieur qui veut vous parler. Il vient, il me tend son téléphone, il me dit, tenez, je vous passe ma femme. Donc je suis un peu saisi, mais je dis, mais comment ça? Il me dit, si, elle est à l'intérieur. Donc je l'ai prise, je ne l'ai pas refusée. Et en fait, elle était dedans. Elle était au rez-de-chaussée, elle était dans le frigo en bas, et elle avait quand même vu un peu ce qui se passait, et elle était terrorisée, donc j'ai essayé de la rassurer. Mais ça m'a permis d'avoir des informations quand même sur le comportement de Koulibaly, la manière dont il se conduisait, combien ils étaient. C'est elle qui me parle d'explosifs, puisque Koulibaly avait des explosifs civils, suffisamment pour rayer complètement le magasin de la carte et tuer tout le monde. Donc tout ça, c'est des informations précieuses qui sont venues s'ajouter pour nous permettre de prendre une bonne décision. Et Hamedi Koulibaly aussi, vous allez l'avoir au téléphone, vous allez tenter de négocier directement avec lui? Bien sûr qu'il faut essayer de négocier. Rappelez-vous quand même qu'on était dans une situation qui était extraordinaire, au sens propre. C'est-à-dire que vous aviez deux prises d'otages en équilibre, ce qui je crois, n'est jamais arrivé dans aucune crise qu'on ait pu connaître, y compris à l'étranger. Les Kouachi à Damartin qui menaçaient de faire un massacre si Koulibaly était attaqué, et inversement. Hamedi Koulibaly disait aussi que, lui, il était là en bouclier, entre guillemets, des frères Kouachi également, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais.
Koulibaly disait si vous les attaquez, je tue les otages. Et les Kouachi disaient si vous en prenez à lui, on va sortir, on va attaquer et puis on va faire des massacres. Donc, comment on gère à ce moment-là? Écoutez, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est d'abord penser aux otages. Donc à un moment, on a mis les choses à plat et on a pris des décisions froides. C'est-à-dire qu'on s'est dit voilà, d'un côté, on a plus d'une vingtaine d'otages, de l'autre côté, un seul. Donc la priorité, c'est l'hypercachère. Ça tombe sous le sens, mais c'est quand même une décision forte. Parce qu'un otage, ça reste un otage. Bernard Cazeneuve, à l'époque, ministre de l'Intérieur, est venu nous voir pour faire le point. La décision, en fait, qui a été proposée au ministre quand il est venu nous voir, c'est d'abord attaquer à l'hypercachère, neutraliser Koulibaly, et ensuite que le GIGN neutralise les Kouachi. Donc le ministre n'a rien dit, il a écouté, il est reparti, et au bout de 3/4 d'heure, le préfet est venu me voir pour me dire que le feu vert avait été donné. On a envisagé de faire sauter la porte de service, de rentrer à l'arrière, d'investir le plus vite possible et massivement le commerce et de neutraliser. Quand on a la vie d'une dizaine de personnes dans un magasin qui sont prises en otage avec des charges d'explosifs, comment on se sent, comment on doit se préparer mentalement à ça, parce que pour passer à l'acte justement. Il ne faut pas se laisser envahir par les émotions, il faut être pragmatique et froid. Il faut prendre les choses dans le bon ordre et prendre les décisions qu'il faut et occulter le reste, quoi. C'est sûr que si vous commencez à penser qu'au pire, à imaginer que tout va sauter, que tout le monde va être tué, vous êtes sidéré par l'effroi et vous ne faites rien, donc il ne faut pas raisonner comme ça. Ce qu'il faut, c'est raisonner en termes d'efficacité, d'efficience. Donc on s'est mis en place pour faire sauter la porte, rentrer, et puis après, une fois que vous avez lancé l'opération, elle ne vous appartient plus, et c'est plus vous qui décidez, hein, c'est le sort, les événements, ce que va faire Koulibaly, les otages, ce qu'ils vont faire, comment ça va réagir. Et vous entrez à ce moment-là aussi? Oui. Et qu'est-ce que vous voyez? En fait, on est prêt à donner l'assaut, mais tout est inversé. Parce qu'il y a un moment, on apprend, on m'appelle à la radio en me disant tu y vas tout de suite parce que les Kouachi ont attaqué le GIGN. Donc, alors que nous, on devait attaquer en premier, les choses se sont inversées, c'est les Kouachi qui ont commencé. Ils sont sortis sur le parking, ils ont attaqué le GIGN. Et comme certains journalistes ne se privaient pas de donner en temps réel ce qui se passait, on s'est dit si Koulibaly est prévenu par la presse que l'assaut est en cours à Dammartin, il va tuer les otages. Donc il fallait y aller immédiatement. Donc la porte a sauté. Et on a tout de suite été pris pour cible par Koulibaly. Les premiers de colonne se sont fait tirer dessus. Dans le même temps, on avait un autre groupe qui était devant, avec les clés du rideau mécanique, pour faire sortir les otages. Le rôle de l'équipe qui était devant, à la base, c'était d'exfiltrer les otages, c'était tout. C'était le groupe d'assaut qui devait neutraliser Koulibaly. Et là aussi, les choses se sont inversées, mais il faut s'adapter dans ces crises. Et Koulibaly s'est retrouvé d'un côté avec un couloir dans lequel rentraient des policiers, et de l'autre côté, une porte qui s'ouvrait avec d'autres policiers qui arrivaient. On ne saura pas, hein, mais je pense qu'il a choisi ce qui lui semblait le moins difficile pour lui en termes de chance, ce qui lui offrait le plus de chance. Entre un couloir exigu avec devant une colonne et puis une porte ouverte, il a choisi la porte ouverte, il s'est jeté pour essayer de sortir, il a été neutralisé et il est mort devant, quoi. Voilà. Là, on a fait sortir les otages. Rappelez-vous quand même qu'il y avait un enfant dedans, il y avait une femme enceinte, donc tout le monde est sorti. Donc très vite, on m'a dit, voilà, il n'y a pas d'otages de blessés pendant l'assaut, ce qui est quand même assez miraculeux, mais ce qui est le but recherché, hein. Donc on était contents. Le Tango, donc le terroriste, avait été neutralisé, bon ça on le savait, et on avait quand même un blessé, on a un collègue qui a pris une balle dans la jambe. Alors, il s'en est très vite remis, mais ça reste une balle dans la jambe. Voilà, donc le bilan, si vous voulez, était extrêmement positif. Il y a 4 morts, quand même. Mais il y avait 4 morts. Le fait qu'il y ait 4 personnes qui soient mortes, comment on le vit, justement, quand on dirige une opération pareille? Si vous voulez, moi je cloisonne, hein, après chacun agit à sa manière, mais moi j'essaie d'être vraiment très pragmatique. Bien sûr que c'est affreux, mais ce qui nous a guidés, ce qui reste, c'est ceux qu'on a sauvés, pas ceux qui sont morts. Comparé au risque qu'il y avait, et qui était extrêmement important, hein, on a réussi à dépasser les morts, et pour nous, c'était une réussite, hein, une très grande réussite. L'année de 2015, ça va être une année noire pour la France, ça va être une année noire aussi pour vous. Qu'est-ce que vous retenez, justement? Écoutez, si on m'avait demandé, après l'assaut de l'hypercachère, j'aurais dit qu'on vit ça qu'une seule fois dans sa vie professionnelle, un assaut comme ça. On avait l'intime conviction d'avoir vécu le paroxysme de
ce genre d'intervention. Mais en fait, c'était pas terminé, vous le savez, puisque ça a recommencé au mois de novembre, donc on a redoublé.